l'histoire de la Maison de la Culture du Havre, c'est aussi celle de partenariat. Donc c'est comme cela que j'avais tenté de définir mon exposé, c'est-à-dire donc de partenariats et de partenariats sociaux et politiques. Et pour ma part, donc, je me suis donc attaché, contrairement à ce qui a peut-être été dit jusqu'à présent, aux partenariats qu'on pourrait qualifier d'horizontaux, au sens où ce sont des partenaires associés donc à la direction de la Maison de la Culture et qui donc, avec elle, mais je dirais en dehors d'elle aussi, eh bien donc travaillent à ce que l'on a appelé dans les années 60-70 une politique de développement culturel. Alors le premier partenariat, c'est celui qu'entretient donc la direction artistique de la Maison de la Culture avec l'association de gestion, dont la création remonte à 1963. Statutairement et donc en 67, son directeur a été choisi, ès-qualité me semble-t-il, donc en ayant l'aval du ministère des Affaires culturelles, en ayant l'aval de la municipalité à direction communiste, et ce qui est important, puisque là, comme l'a dit Lucien Marest, les considérations politiques ne peuvent pas être écartées de l'histoire culturelle donc de la Maison de la Culture. C'est-à-dire que dans la municipalité que dirige René Cans jusqu'en 1971, il y a donc non seulement, bien entendu, des communistes majoritaires, mais aussi ce qu'on peut appeler le premier PSU, le PSU d'avant 1968, et que l'adjoint qui est en charge des affaires culturelles, donc André Eudron, est un PSU, et que le directeur de la Maison de la Culture, qui a beaucoup de qualités professionnelles, est aussi, lui, donc quelqu'un du PSU. C'est-à-dire que d'emblée, y compris jusqu'au niveau de la municipalité, il y a des appartenances politiques qu'on retrouvera aussi au niveau syndical, et que ces appartenances sont extrêmement variées. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas, contrairement à ce qu'on dit parfois, les municipalités à direction communiste, les associations, y compris celles dirigées par des militants communistes, ne sont pas des associations, je dirais, totalement homogènes, et de par leur composition et de par les orientations des uns et des autres. Bien. Le second partenariat, c'est donc le partenariat avec le mouvement ouvrier havrais. Et là aussi, je pense que c'est une dimension tout à fait essentielle, tout à fait spécifique à l'histoire de la Maison de la Culture, c'est-à-dire qu'existe au Havre donc un mouvement ouvrier fort, qui n'est pas seulement, et qui n'est même pas essentiellement politique, mais plutôt syndical. Et ce mouvement est à la fois d'inspiration anarcho-syndicaliste et communiste. Et c'est justement ces composantes multiples du mouvement ouvrier, avec la transition qu'opère ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on a appelé en d'autres temps le syndicalisme révolutionnaire, qui fait que des militants ouvriers havrais ont créé donc une commission de coordination culturelle de tourisme et travail, qui est une structure affiliée à la CGT et qui est une structure qui a été constituée à partir des comités d'entreprise des grandes usines donc de la région, comme par exemple Maseline Dresser, bien entendu, Essentiel, Renault, Caillard, les ACH, c'est-à-dire des usines de construction automobile et de construction de construction navale, qui sont très représentatifs donc du tissu, je dirais, ouvrier de la ville du Havre. Et il se trouve aussi, et c'est une de mes grandes découvertes quand j'ai commencé à travailler sur le sujet des communistes au Havre, c'est que, il se trouve que dans les syndicats, dans la commission de coordination culturelle de tourisme et travail, à l'association de gestion de maisons de la culture, les communistes ont été associés à des hommes qui ont joué un rôle clé, parce que, et qui sont, et c'est là aussi tout à fait spécifique, des prêtres ouvriers. Alors ces prêtres ouvriers, je voudrais en citer deux, parce que ce sont deux personnalités tout à fait emblématiques de l'histoire de la Maison de la Culture. Alors d'abord Albert Perrault, secrétaire du syndicat d'entreprise de chez Dresser et de l'ULCGT, qui crée des stages syndicaux d'initiation à l'action culturelle. Et d'autre part, qui deviendra, donc entre 83 et 85, le président de l'association de gestion, donc peut-être le premier ouvrier à présider une association de gestion donc de la Maison de la Culture. La seconde personne à laquelle je voudrais donc faire référence, c'est donc Jean-Marie Huré. Jean-Marie Huré, qui est secrétaire du comité d'entreprise, qui est fondateur des foyers de jeunes, et les foyers de jeunes au Havre, là aussi, un mouvement autonome. C'est aussi très intéressant. Donc, mouvement autonome dépendant de la CGT, d'abord de la paroisse d'Harfleur, il est prêtre ouvrier, et ensuite donc de la CGT. Donc, les foyers de jeunes vont être la matrice de formation de militants syndicaux et de militants culturels. Je n'en citerai que deux, Jean Noël, qui deviendra instituteur et animateur de l'unité jeune public
dans la Maison de la Culture, et d'autre part Max Cerveau, qui, après avoir été animateur donc, de la Maison de la Culture, deviendra conseiller culturel de la municipalité à direction communiste. Bien, donc, donc Jean-Marie Huret est aussi un des fondateurs de l'association de gestion de la Maison de la Culture. Il en devient le vice-président. Il est président de Tourisme et Travail. Et là, vous êtes en train de nous préparer au chapitre qui vient. 68 ne va pas se passer à cause de cette structuration particulière à la Maison de la Culture du Havre, comme dans d'autres maisons de la culture. Je pense quand même que 68, c'est à la fois une rupture, c'est clair. Bon, j'ai appelé ça une tentative de révolution culturelle, en particulier au Havre. Mais en même temps, bon, il est clair qu'il y a des éléments de continuité, qu'il y a des éléments liés à la politique antérieure, et que quelqu'un comme René Cans, par exemple, qui est le maire communiste, eh bien, a des références liées au Front populaire. Et il y a eu une maison de la culture à Rouen, avant, c'est-à-dire dans la capitale, dans le chef-lieu de département, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Bon, donc ce sont des hommes qui sont marqués par la résistance, ce sont des hommes qui sont marqués aussi par les politiques culturelles. Alors, on a parlé de Léo Lagrange, mais on pourrait parler aussi de la Libération. Et donc, je crois qu'ils inscrivent leur action dans la continuité. Donc, 1968, quelque part, n'est pas totalement en rupture. Mais je dirais que c'est peut-être, par certains côtés, une troisième version de ces tentatives, donc de ce qu'on a appelé, bon, même si l'expression est contestable, donc de démocratisation culturelle. Et alors, donc pour ce qui concerne 1968, mai-juin 68 au Havre, eh bien, donc on peut dire que les responsables politiques et syndicaux, en même temps que les directeurs, les animateurs de la Maison de la Culture, sont bien entendu des acteurs, et des acteurs majeurs. Et cela parce qu'effectivement, ils partagent, et c'est un élément essentiel, eh bien, l'idée que la culture est un droit. Et d'ailleurs, le droit à la culture, les droits culturels sont déjà inscrits dans la Constitution de 1946, et ils seront repris en 1968 au fronton donc, des usines occupées, comme par exemple chez Maslin. Et alors, à ce moment-là, donc du fait de la conjoncture de grève, et la Maison de la Culture est elle-même en grève générale illimitée depuis le 16 mai, donc 1968, eh bien, vont entrer dans les usines, et là aussi c'est quand même une grande première, vont entrer dans les usines, c'est-à-dire quand même des lieux qui jusque-là étaient, pour reprendre le mot de Simone Veil, donc des lieux d'exploitation, et donc pas seulement, mais aussi des lieux de travail, eh bien, vont entrer donc des artistes, des spectacles, des expositions de tableaux. Alors c'est vrai qu'il y a eu des éléments précurseurs, comme par exemple la galerie de Prêt. Bon, c'est vrai qu'il y avait eu déjà des expériences, mais en 1968, il y a donc ce qu'on pourrait appeler une conjonction, avec en particulier tout un effort d'innovation, de création, comme par exemple avec la pièce Emballage. Alors, je rappelle que la pièce Emballage que donc Bernard Mounier a commandée à André Benedetto, donc de la nouvelle compagnie d'Avignon, qu'il avait rencontré au festival, eh bien cette pièce qui sera montée en 1969, c'est donc Alexandre Zacharie, l'homme qui ne possède rien se vend. Bon, donc il y a là une tentative assez étonnante, quand même un peu risquée, de mise en image et en texte, donc quand même d'une des grandes références de la théorie marxiste.